Au Mali, les bureaux de vote ont fermé. La présidentielle s'est déroulée dans le calme, selon les observateurs. Le point dans cette édition avec notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Le ministre des Eaux et Forêts sensibilise les directeurs régionaux de l'administration forestière à une application stricte du décret d'interdiction de l'exploitation du bois de veine. Sport, mondiaux d'athlétisme en Russie, le Jamaïcain Usain Bolt a battu le record du monde des 100 mètres avec 9 secondes et 77 centièmes. Il demeure l'homme le plus rapide du monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition 2 semaines après le premier tour de la présidentielle. Les Maliens étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Près de 6 millions d'électeurs qui devaient départager Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, candidat du Rassemblement pour le Mali, et Soumaïla Cissé, le champion de l'Union pour la démocratie et la République. Cette élection intervient après une période de transition de près de 1 an et demi. Scrutin placé sous haute surveillance. Et le deuxième enjeu, après celui de la sécurité, c'est bien la mobilisation. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Pas grande foule ce matin devant les bureaux de vote à Bamako. La pluie s'est invitée au second tour de la présidentielle. Elle a retenu chez eux des électeurs, mais pas Soumaïla Cissé. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie s'est présenté dès 9 h à l'école fondamentale Mamadou Gondo de Badalabougou pour glisser son bulletin dans l'urne. Je suis aussi particulièrement heureux que le peuple malien se soit mobilisé tant au cours du premier tour et certainement autant au cours de ce deuxième tour. Nous allons donc tracer ensemble un chemin d'espoir et d'espérance. Le Mali, nous allons tout faire pour qu'il se redresse et qu'il retrouve sa place dans le concert des nations africaines. À quelques kilomètres de là, à Sebenikoro, son adversaire est attendu. Donné comme favori, Ibrahim Boubacar Keïta se présente aux alentours de 11 h. Dans un cortège presque présidentiel, il glisse son bulletin dans l'urne et invite les journalistes à son domicile pour sa déclaration. Si, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu des Maliens, qui est clair, nous aurons comme tâche de former un gouvernement et de faire en sorte que 2 mois après cela, nous commencions. Mais je vais vous dire, nous n'allons même pas attendre ces 2 mois-là. Ce n'est pas une injonction internationale qui nous met en devoir de faire ce que nous devons faire. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire pour que notre ensemble national se retrouve sur un socle d'unité refermé. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka ou Soumaïla Cissé appelé Soumi, l'un des deux sera porté à la tête du Mali à l'issue de ce second tour. Mais lequel? Le ministère de l'administration du territoire dispose de 5 jours à compter de ce dimanche pour proclamer les résultats provisoires. Voilà 2 candidats confiants, donc Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, candidat du Rassemblement pour le Mali, et Soumaïla Cissé, candidat de l'Union pour la République et pour la démocratie. Le président par intérim, Dioncounda Traoré, qui a eu la lourde charge d'organiser ce scrutin, s'est félicité de la bonne tenue de ces élections de sortie de crise. Je vous propose de l'écouter au micro de Sylvie Touré. Ah oui, je suis très satisfait. Vous avez assisté comme moi à tout ce qui s'est passé. Les électeurs ont voté librement, ils l'ont voté en masse. Je crois que le taux de participation que nous avons atteint n'a probablement jamais été atteint en Mali. Et je crois que ça, c'est déjà un pari que nous avons gagné. Sachez que les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur selon les observateurs. Les Maliens de l'étranger ont également voté dans le calme. Le dépouillement se poursuit. Les résultats sont attendus
en milieu de semaine prochaine. Le ministre des Eaux et Forêts est pour une application stricte du décret portant interdiction de l'exploitation, de la coupe, du transport et de la commercialisation du bois de Vène. Il a pour cela rencontré les directeurs régionaux de l'administration forestière des différentes régions du pays. Reportage Herman Niamia. Application du décret portant interdiction de l'exploitation du bois de Vène. Le ministre des Eaux et Forêts engage ses collaborateurs dans cette mesure. À travers cette rencontre qu'il a initiée à son cabinet avec l'ensemble des directeurs régionaux des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Daré entend les exhorter à une application stricte du décret. Mathieu Babo-Daré précise que par cette mesure, le gouvernement entend lutter contre la destruction avancée du couvert forestier de la Côte d'Ivoire et préserver ainsi l'environnement et l'écosystème. Ce décret va être appliqué avec un arrêté qui va tenir compte d'une période transitoire. Et cette période transitoire va certainement concerner le bois qui a été déjà coupé, qui est dans les parcs ou sur les sites d'exploitation. Mais on saura comment on va réglementer ça avant que ce bois ne puisse être exploité ou exporté, mais il n'y a plus de nouvelles coupes. Le ministre des Eaux et Forêts met en garde tous les agents qui se laisseraient entraîner dans des situations de favoritisme au profit d'exploitants quelconques. Mathieu Babo-Daré demande aussi plus de vigilance et de fermeté à ses collaborateurs dans les contrôles aux différents corridors. Le rôle de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics pour la transparence dans les marchés publics, justement en Côte d'Ivoire. Il en a été question au cours d'une conférence animée par le président de cette structure de régulation, les temps forts, avec Herman Niamia. Combien de décisions ont été rendues par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics depuis sa création? Est-elle compétente pour prendre des sanctions contre les personnes qui se seront rendues coupables d'irrégularités ou qui auront été auteurs de manœuvres frauduleuses, et comment la saisir? Autant de questions sur lesquelles l'ONG ALACO, la Ligue africaine de lutte contre la corruption, a voulu éclairer la population. Nous avons appelé le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Pouvez-vous nous dire ce qu'ils apportent en termes de transparence dans les marchés publics en Côte d'Ivoire? Parce qu'en tant que structure de lutte contre la corruption, ce sont des choses qui nous intéressent. Face aux journalistes, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a souligné que beaucoup d'actions ont été menées depuis la création de sa structure. L'ARMP, installé depuis mi-2010 jusqu'à ce jour, en un peu plus de 2 ans, a rendu 64 décisions. Ces décisions, elle les a rendues en tant que recours non juridictionnel, saisis par des plaignants qui s'estiment lésés, qui s'estiment victimes d'irrégularités. Et de ces 64 décisions, on peut retenir qu'il y a 13 annulations. 13 fois donc le cours des choses a été inversé dans le sens du droit. Koulibaly Nokana précise aussi que l'ARNP a la possibilité de prendre des sanctions contre toute personne qui sera coupable d'irrégularité ou auteur de manœuvres frauduleuses. Seulement, ajoute-t-il, il faut des tests d'application, notamment un arrêté, qui viendra préciser les modalités d'exécution des sanctions. Koulibaly Nokana souligne aussi que ces tests d'application sont en cours d'élaboration et bientôt on parlera plus seulement de recours en annulation, mais aussi de sanctions. Le chef de canton Gbokle est un homme heureux. Les travaux d'achèvement de sa résidence sont lancés. Coût des travaux 30 millions de nos francs. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. L'annonce a été faite par le président du conseil régional du Gbokle en marge de la célébration du 53e anniversaire de notre pays. Serge Gongomé, Herman Niamien pour les détails. 30 millions de francs CFA, c'est ce que vont coûter les travaux d'achèvement de la construction de la résidence du chef du canton Gbokle dans la ville de Sassandra. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accédé à la doléance du ministre Philippe Légré Dakwa, président du conseil régional de Gbokle, qui avait promis d'offrir une résidence décente au chef du canton. Il a été appuyé par l'honorable Frébo Basile, député de Sassandra. Les travaux de construction ont été lancés par le préfet de région Ernest Boni Kofi et les élus de Sassandra en marge des festivités des 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une grande joie. En toute sincérité, j'adresse mes sincères remerciements au président de la République. Car quand il promet, il réalise.
Le chef du canton Gbokle a fait remarquer que le président du conseil régional a placé au cœur de son programme la revalorisation de la chefferie traditionnelle. Il a donc traduit sa gratitude à Philippe Légré pour la promesse tenue. Ce don du président de la République, en plus de la création de la région du Gbokle et des travaux de réhabilitation de la voirie de Sassandra, ne sont que le début des promesses du candidat Alassane Ouattara, a dit Philippe Légré. De nombreux villages vont recevoir l'eau et l'électricité dans les mois à venir. Philippe Légré d'Akba a saisi cette occasion pour informer le chef du canton que le président Alassane Ouattara a reçu la lettre de la chefferie, l'invitant à séjourner dans la région et il y a répondu favorablement. Voilà, le chef de canton Gbokle est un homme comblé. On change de sujet. Après une décennie de crise, le tourisme ivoirien veut rebondir. Mais pour redynamiser le secteur, le ministère de tutelle veut commencer par la formation des acteurs. À cet effet, un programme a été initié. Patricia Omo, reportage. Après 10 années de crise, le tourisme ivoirien enregistre une baisse de régime. C'est le constat fait par les acteurs du secteur. Notre pays ne tire pas efficacement son épingle du jeu quand il enregistre 289 000 visiteurs loin derrière le Maroc, 10 millions, la Tunisie 8 millions, l'Égypte 6 millions et plus près de nous le Sénégal 1 500 000 visiteurs avec des recettes estimées à 110 milliards de francs CFA. Au nombre des facteurs, le manque de formation des acteurs du tourisme. Pour combler ce déficit, le ministère de tutelle initie un programme de renforcement de capacité destiné à tous les maillons de la chaîne touristique. Être entrepreneur, cela s'apprend pour en maîtriser tous les rouages. Apprendre, chers amis de la Fénis-Toursi, demande beaucoup de courage et d'humilité. N'ayez nulle gêne à apprendre de nouveau ou à tout le moins de renforcer vos connaissances. Dans le fond, la vie est une école permanente. Et le métier que vous avez choisi requiert sans cesse une remise en cause continuelle. Comme vous le savez, le tourisme est exigence de qualité et exigence de professionnalisme, le tout débouchant sur une démarche qualité de référence. Ce programme de formation qui va durer 6 mois sera assuré par la Chambre de commerce et d'industrie. Les bénéficiaires sont les promoteurs et agents des hôtels, restaurants, maquis, agences de voyage et les entreprises de location de véhicules. On s'intéresse à la vie des partis politiques maintenant. Le PIT était face à la presse ce dimanche, occasion pour le président du Parti ivoirien des travailleurs de se prononcer sur l'actualité nationale, notamment des sujets tels que la réconciliation, les textes de loi sur l'apatridie et le foncier rural, 2 projets qui seront soumis au vote des députés. Le PIT propose que ces textes soient soumis à référendum. Léon Bro a suivi cette conférence. Voici son compte-rendu. Le test de loi sur l'apatridie pour donner la possibilité aux non-ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire d'obtenir la nationalité ivoirienne et celui relatif au foncier qui fixe les conditions pour être propriétaire terrien, commenté par le président du Parti ivoirien des travailleurs PIT. Akaïzi estime ces textes tellement importants qu'il propose au lieu et place de l'Assemblée nationale pour leur adoption la voie du référendum. Vu le caractère très sensible de toutes ces lois, parce que participant du fondement même de notre pays, il serait plus que judicieux et impérieux de ramener le débat officiellement au niveau de tous les Ivoiriens, afin que se dégage un consensus qui nous éloignerait de toute aventure politique. Cela garantirait une stabilité et une paix durable pour la Côte d'Ivoire. Sur la libération des pro-Gbagbo, un autre sujet abordé, le PIT et son président saluent l'acte du président de la République qui participe selon eux à la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire, vous le savez, a célébré officiellement son 53e anniversaire mercredi dernier, le 7 août plus précisément, au palais présidentiel. Nous vous proposons ce soir les derniers échos de ces festivités à travers le pays. Autorités politiques, administratives et militaires, chefferies traditionnelles, tous ont répondu présents pour la célébration des 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Boisflé. Prenant la parole en présence du président de la CDVR, Charles Konan Bani, le préfet de région, préfet du département de Boisflé, Gbamele Adrien, a indiqué que la politique de réconciliation nationale initiée par le président de la République est en marche et enregistre des succès,
avec le retour au pays de nombreux exilés politiques. Le préfet du département s'est par ailleurs félicité de nombreux chantiers ouverts à travers la Côte d'Ivoire, notamment le pont sur la Maraoué à Boisflé, dont les travaux ont démarré. Défilés militaires et civils, danse du terroir étaient de la partie au stade municipal de Boisflé. Les festivités marquant l'an 53 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont connu une mobilisation sans précédent à San Pedro. Elles ont été l'occasion pour le préfet militaire de la région, préfet du département de San Pedro, l'officier supérieur des FRC Ousmane Coulibaly, de dresser un bilan positif de la marche de sa cité. Le préfet militaire a par ailleurs appelé les populations à gérer les questions liées au foncier rural par le dialogue et la concertation afin de préserver San Pedro des conséquences dramatiques qu'engendrent ces problèmes dans d'autres contrées du pays. Au terme de son discours, Ousmane Coulibaly a exprimé sa satisfaction face à la normalité que recouvre le pays et les avancées diplomatiques que connaît la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Un important défilé militaire et civil, accompagné de danses traditionnelles, était au programme de la manifestation. À Famiancro, dans le département de Pricro, les populations sont sorties nombreuses pour saluer à leur manière les 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Yamanfou Matoua Inès a énuméré les actions positives posées par le gouvernement à tous les niveaux de la vie. Elle a ensuite salué la ferme volonté du président de la République à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Matoua Inès a terminé son allocution en demandant à ses administrés de garder espoir. Qu'a dit-elle, Famiancro va rebondir parce que les perspectives d'avenir sont prometteuses. Défilé des filles et fils de la sous-préfecture, danse de réjouissance était de la partie à Famiancro. La ville d'Issia, à l'instar de toutes les localités du pays, s'est mobilisée pour la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À la place Houphouët-Boigny de la ville, toutes les couches sociales ont répondu présentes pour exprimer leur attachement à la mère patrie. Le préfet du département d'Issia, Benjamin Efoli, après les honneurs militaires et les saluts aux couleurs, a salué l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, dans la normalisation de la vie et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Pour Efoli Benjamin, Issia doit rêver à un nouveau décollage et pour lui, les populations, les autorités coutumières et chefs religieux devront œuvrer tous à la cohésion sociale dans le département d'Issia. Des défilés militaires et civils ont mis fin à la cérémonie du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Issia. À Agny-Bilekro, la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marquée par les défilés des forces en présence dans la ville, les associations de femmes, les communautés ethniques et les ressortissants des pays de la sous-région. Après les honneurs militaires, le préfet du département d'Agny-Bilekro, Bamba Souleymane, a livré un seul message, la paix et la réconciliation. Pour lui, c'est le seul moyen pour favoriser le développement d'Agny-Bilekro. Bamba Souleymane s'est réjoui également des actions de développement entamées dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, car à travers ce programme PPU, il a été accordé au département la construction d'un collège et l'ouverture des routes reliant les différents chefs-lieux de sous-préfecture. Il a rassuré de l'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon à Bengourou à Agny-Bilekro au premier trimestre 2014. À Mbayakro, c'est la place de l'indépendance qui a été choisie pour abriter la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs, le préfet de Mbayakro, Dibi Kona, s'est adressé aux populations en les invitant à la réconciliation et à la paix. Pour lui, le développement de la localité de Mbayakro est possible si les fils et filles se donnent la main. Il s'est également penché sur les actions du gouvernement tout en relevant les grands chantiers entamés. Il s'agit entre autres la réhabilitation des routes et de la restauration de l'intégrité de l'État. La fête de l'indépendance à Mbayakro s'est achevée par la prestation de danse, des défilés de différentes couches socio-professionnelles et 2 matchs de gala au stade municipal de la ville. Le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marqué à Sinématiali par un moment de grande reconnaissance. Le préfet du département, Namori Doumbia, a profité de la fête pour remercier les populations et les cadres pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la visite du chef de l'État. Le préfet a enfin invité les populations à la cohésion sociale. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire et civil.
Des communautés villageoises vivant en bonne intelligence avec les étrangers. Des enfants d'un même village unis pour développer leur localité. C'est le vœu du préfet du département de Séguélon dans la région du Kabadougou. Le représentant du chef de l'État s'adressait à ses administrés à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour Nanou Benjamin, chacun des habitants du département de Séguélon doit s'approprier la notion de pays émergent à l'horizon 2020. Le préfet a invité les jeunes diplômés à s'intéresser à l'entrepreneuriat car il est désormais possible de créer des entreprises grâce au Fonds national de la jeunesse. Les 53 ans de la Côte d'Ivoire indépendante ne sont pas passés inaperçus à Touba. Dans son allocution aux populations, le préfet de région les a exhortés au pardon, à la cohésion et surtout à la construction de la région. Pour Yao Kwaku Benoît, il faut tout mettre en œuvre pour que Touba ressemble véritablement à une capitale régionale. Et cela doit se faire d'abord par les fils et filles du Bafing. Il faudrait qu'ils amorcent eux-mêmes le développement de leur localité afin d'espérer bénéficier d'aides extérieures. Et le préfet d'ajouter: construire Touba permettrait de mieux ressentir la politique globale de développement telle que vue par le président de la République qui en 2 ans a déjà accompli un travail colossal pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire. Comme vous venez de le constater, au cours de toutes ces célébrations, des hommages ont été rendus au président de la République pour ses actions en faveur de la paix et en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à ce sinistre, un incendie qui s'est produit aux 2 plateaux dans une habitation située près du petit marché aux environs de minuit. Le feu aurait été provoqué par une bougie allumée suite à une coupure d'électricité. La flamme de la bougie a tout d'abord consumé des vêtements. Avant de se répandre, les habitants réveillés par le feu se sont mobilisés pour circonscrire l'incendie. C'est le lieu d'attirer l'attention de tous sur l'utilisation des bougies qui peuvent s'avérer dangereuses. Le ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé un déjeuner d'excellence pour les femmes leaders de Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloté a saisi cette occasion pour encourager ces femmes dans leur volonté d'accéder aux postes de responsabilité. Elle a plaidé également pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision. Notre reporter Gabriel Zani était présente à ce rendez-vous. Suivez son compte-rendu. 25 femmes sur les 255 députés que compte le Parlement ivoirien. 11 femmes élues maires récemment et 5 femmes sur les 29 ministres du gouvernement. La parité pour le partage des postes de décision en Côte d'Ivoire a du chemin. Les femmes réunies ce samedi matin à la Caisse de stabilisation au plateau, à l'invitation du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'ont reconnu et sont prêtes à relever le défi. Sans une participation active des femmes et la prise en compte de leur point de vue à tous les niveaux de la prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix sont impossibles à réaliser. Déjeuner d'excellence mais aussi lobbying auprès des partenaires dont les actions en faveur de l'amélioration des conditions de la femme sont connues de tous. Les invités d'honneur se sont donc engagés à aider les femmes leaders de Côte d'Ivoire. Le 28 novembre 2012, en présence d'une trentaine d'entre vous, sous le parrainage de la grande chancelière, la Banque mondiale, par ma voix, lançait les consultations sur le genre en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Banque mondiale s'intéresse au genre? En son temps, j'avais donné la réponse qu'un pays ne peut pas se développer sans sa moitié. Ce déjeuner d'excellence est un premier pas vers la concrétisation d'actions communes pour aider les femmes à partager le pouvoir avec les hommes. Et je pense que ça va donner le coup d'envoi pour permettre des échanges périodiquement entre toutes ces femmes leaders. C'est un sentiment de soulagement, de joie qui nous rassure, qui montre que nous ne sommes pas seuls. Nous avons le soutien du gouvernement. Des témoignages de parcours pour encourager les plus jeunes femmes leaders ont meublé le programme de ce déjeuner. La fête du Ramadan au Laïd el-Fitr, c'était jeudi dernier, mais Ramadan Gbeke 2013 est une production de Radio Bouaké. À travers ce programme, la radio locale veut se rapprocher de ses auditeurs. Kader Sogodogo Kwadio Kwame pour les précisions. Ramadan Gbeke 2013, du partage et de la fraternité.
Voilà le thème de l'émission spéciale organisée par Radio Bouaké sur les 98.6 FM avec les populations du quartier Aouniassou. Pour Prosper Dianwekonan, chef du département radio, cette émission s'inscrit dans la volonté de la RTI Bouaké de se rapprocher davantage de ses auditeurs. Nous avons actuellement opté pour la politique de rapprochement de notre radio avec les auditeurs. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui le jour de la fête du Ramadan. Nous avons décidé d'être à Aouniassou, à la mosquée d'Aouniassou, avec la communauté musulmane d'Aouniassou, toute la population d'Aouniassou. À l'honneur, la communauté musulmane d'Aouniassou s'est réjouie de cette initiative. Je fais des bénédictions à tous les musulmans d'Aouniassou à travers la radio. Je remercie la radio d'être venue et vraiment que l'année prochaine, c'est encore une bonne année pour tous les musulmans, pour toute la Côte d'Ivoire entière. Aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas même chose que les autres jours. Aujourd'hui, tout le monde est en joie aujourd'hui. En tout cas, on ne sait pas quel remerciement on doit vous donner aujourd'hui. On vous remercie toujours, que Dieu nous garde longtemps. Cette émission a vu la participation de nombreux artistes. D'autres émissions de cette envergure sont prévues les semaines à venir. De la grâce et de la beauté maintenant avec le concours Miss Supranational qui verra la participation de Miss District 2012. Ce concours aura lieu du 16 août au 6 septembre en Biélorussie. 77 pays seront représentés dont 16 pays africains. Patricia Omouetia, reportage. Miss Supranational est un concours de beauté international. Ce concours met en compétition les plus belles filles de chaque pays dont l'âge varie entre 18 et 26 ans. Cette année, le concours aura lieu en Europe de l'Est, précisément en Biélorussie. La représentante de la Côte d'Ivoire à ce concours de beauté international est Miss District 2012, Renaka Victoire. Je dirais il y a un peu de stress, un peu de peur, vu le challenge international. Mais je crois que ça ira. Le président du concours Miss District Afrique Caraïbes Pacifique, Jean-Philippe Quadio, est confiant. À l'issue du concours Miss Supranational, la Miss et ses dauphines repartiront avec différents lots et trophées, ainsi qu'une somme de 10 millions de francs CFA. Dimanche également, jour de religion, l'église Saint-Michel-Archange de Mputo était récemment en fête. Les fidèles de cette paroisse célébraient les 8 années d'existence de leur église et pour cette occasion exceptionnelle, c'est l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, qui a officié la messe. Témoignage Herman Niamien. Si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Psaume 127, verset 1. L'église Saint-Michel-Archange de Mputo, elle, a été bâtie par Dieu. L'église a aujourd'hui 8 ans. 8 ans que les fidèles n'entendent pas laisser passer sous silence. Cette célébration, selon eux, est une reconnaissance à Dieu pour les merveilles qui ne cessent d'accomplir au sein de la communauté religieuse. À cérémonie spéciale, invité spécial pour l'occasion, c'est l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, lui-même qui a officié la messe. Si cette église a pu être construite, c'est grâce à lui. C'est lui qui a donné les moyens, c'est lui qui a donné les idées. Alors il était bon qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous venions lui dire combien il est bon, lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Les 8 ans de l'église Saint-Michel-Archange de Mputo, selon Monseigneur Jean-Pierre Coutois, est un engagement pour tous les paroissiens et paroissiennes à se mettre ensemble et debout pour poursuivre cette marche avec Dieu. C'est également une invite à tous les fidèles chrétiens à cultiver davantage la solidarité et l'union, comme le rappelle le thème de l'année pastorale, que tous soient un. Voilà, direction d'Abou, où une messe d'action de grâce a eu lieu et l'abbé Cédric Emmanuel Latte est le 6e prêtre du village. Mamadou Kwasi. Ordonné prêtre le 2 février 2013, l'abbé Cédric Emmanuel Latte a choisi son village natal de Kosrou pour sa première messe d'action de grâce. Il avait à ses côtés parents, amis et connaissances venus de partout pour le soutenir dans l'œuvre de Dieu qu'il a entamée. 6e prêtre de Kosrou, le père Cédric Latte a reçu des fidèles bénédictions et encouragements. Je suis venu dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis venu élever la coupe du salut pour prier pour ce peuple adjoukrou de Kosrou. Je suis venu demander au Seigneur la paix pour ce village, l'unité pour les chrétiens de ce village. Je suis venu demander les grâces et les bénédictions de Dieu
pour tous ceux qui habitent ce village. Les filles et fils de Kosuru ont loué le Seigneur pour leur avoir donné un 6e prêtre. Dans ce village, nous ne sommes pas les meilleurs modèles de l'Union. Et chaque fois qu'un prêtre sort de ce village, nous n'en avons pas eu beaucoup, c'est le 6e. Chaque fois, c'est une occasion pour nous retrouver, pour nous rassembler et pour souhaiter être plus rassemblés, encore être plus unis. C'est dans l'unité que nous pouvons aider notre village. Et donc, de ce point de vue, nous sommes très heureux. Plusieurs communautés religieuses du grand département de Dabou ont pris part à la messe. On passe au sport et c'est le dernier titre et le dernier élément de ce journal. La deuxième journée des mondiaux d'athlétisme de Moscou a été marquée par la finale du saut en longueur d'âme et la finale du 100 mètres homme avec Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, qui n'a pas failli à sa réputation puisqu'il a remporté le 100 mètres avec un chrono de 9 secondes 77 centièmes. Sébastien Wignet. Beaucoup de pression au saut en longueur d'âme entre la Russe Klishina, la Serbe Spanovic, la Nigériane Blessing Okabare et la représentante des USA, Ruiz. Une finale très serrée et riche. Le deuxième saut de Ruiz, 7 mètres 01, n'a pas été inquiété. Elle termine donc en tête de ce concours. Deuxième, Blessing Okabare, 6 mètres 99. La finale des 10 000 mètres féminins a également marqué cette deuxième journée. Course toujours stratégique, tout s'est joué au dernier tour. Belle victoire en force de Dibaba, 30 minutes 43 secondes 37 centièmes. Elle remporte pour la 3e fois ces 10 000 mètres. Justine Gatlin, en 9 secondes 84 centièmes, se qualifie pour la finale des 100 mètres hommes. Gatlin était très attendue sur cette distance, dominée en ce moment par les Jamaïcains. La 3e demi-finale, on retrouve le patron des 100 mètres, Usain Bolt. Oubliez le souvenir de 2011. Bolt a donc opté pour la concentration. Pas de problème pour le ticket de la finale, en 9 secondes 92 centièmes. Le stade de Luzhniki de Moscou a marqué un arrêt pour la finale des 100 mètres. Une fois encore, l'homme le plus rapide du monde n'a fait que confirmer sa suprématie. Son temps, 9 secondes 77 centièmes. Bolt frappe fort. Meilleure performance de l'année, il n'a pas couru mieux cette année quand même. Merci Sébastien Ouignan et c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt.